si on a repéré une problématique, effectivement, Oui. d'ancêtre, est-ce qu'il y a moyen de le réparer? Parce que c'est quand même... Mais c'est ça l'idée. Voilà. Oui, oui, c'est ça l'histoire des actes symboliques. C'est l'objectif. C'est une thérapie. Le but, c'est d'aller bien. Oui, 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 oui. C'est ça l'idée. Donc, je m'appelle Sylvie Forestier et à la base, depuis une trentaine d'années, je suis artiste et enseignante. Donc, j'adore transmettre les informations. J'ai une passion depuis, je pense, très très jeune, c'est la psyché humaine. Alors, quand j'avais 8 ou 9 ans, je ne le disais pas comme ça, mais j'étais très très intéressée par les relations familiales. Et dans ma famille, il y avait beaucoup de choses qui me semblaient, on va dire, suspectes. Et donc, comme tout enfant, j'avais vraiment besoin d'être aimée, j'avais besoin que les choses soient harmonieuses, que ma maman soit heureuse, qu'on s'intéresse à moi, que tout se passe bien. Et donc, voilà, j'ai développé, on va dire, une espèce de sixième sens par rapport à tout ça. Et puis après, j'ai travaillé, vraiment par passion, tout ce qui touche à la psyché. Et donc, on en parlait tout à l'heure, j'avais fait une conférence ailleurs sur les 3 cerveaux, sur la résilience, sur des choses comme ça. Et depuis pas mal d'années, je suis des programmes sur la psychogénéalogie et j'ai fait des formations de loin en loin plus poussées là-dessus. Donc sur la psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est? Alors, vous entendez le mot psycho, donc on sent bien que ça va toucher à notre affectif, nos comportements, notre enfance, etc., etc. Et vous entendez généalogie, donc on sent bien qu'on va remonter dans les lignées familiales. Alors, contrairement à ce que me disait mon voisin tout à l'heure dans l'escalier, généalogie, oui, moi, je viens de... Nous, on vient de Bordeaux et on a été chassés en Martinique. Je le regarde, je me dis, vous venez de Bordeaux. En fait, il faut savoir que mon voisin est très, très, très mat de peau, hein, mais vraiment très mat de peau. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais fouiller dans tout ça, parce que à tous les coups, dans ces populations qui se sont mixées, il y a des choses fabuleuses au niveau secret de famille, au niveau... et quand je lui expliquais que c'était de la psycho et qu'on allait analyser les traumatismes, on allait analyser les secrets de famille, il m'a dit « Oula, ça c'est du boulot, il faut rester terre à terre. » Et il est parti. Donc, en fait, la psychogénéalogie, c'est une thérapie brève, d'accord? Contrairement à des psychanalyses qui vont s'étendre sur des décennies parfois quotidiennement avec votre analyste. Là, c'est une thérapie brève et vous êtes extrêmement actif. C'est-à-dire que en travaillant sur votre arbre généalogique, sur tout ce que vous allez débusquer, on reviendra dessus, eh bien, vous revenez après vers le thérapeute et on va travailler avec un vrai dialogue, avec des hypothèses. Et en fonction de ces hypothèses, si c'est cohérent selon vous, et selon notre arbre et selon ce qu'on aura trouvé, à ce moment-là, on va effectivement réussir à débusquer l'ancêtre qui fait problème ou le traumatisme qui se retrouve sous différents aspects avec comme un espèce de fil d'Ariane assez détestable sur 2, 3, 4, 5 générations. Voilà. L'idée de la psychogénéalogie, moi c'est pour ça que j'ai commencé, c'est qu'en travaillant sur vous, vous évitez de le transmettre à vos enfants.
Ça, c'est vraiment formidable. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que donc c'est quelque chose de totalement individuel. C'est-à-dire que quand vous venez voir un thérapeute en psychogénéalogie, vous n'allez pas traiter le problème de votre sœur. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est différent? La généalogie, c'est la même chose. Si c'est la sœur, il s'agit de la sœur. Eh bien non. Non, parce que en fait, dans une fratrie, on n'est pas élevé pareil, on n'est pas missionné pareil. Et donc, à partir de là, tu vas pas avoir les mêmes problématiques que ta sœur. Excusez-moi, j'ai l'habitude de tutoyer, j'espère que ça change. C'est pas un problème. Voilà. Donc, en fait, l'idée de la psychogénéalogie, c'est que quand il y a eu un traumatisme, eh bien, on va revenir sur les traumatismes, ne vous inquiétez pas. Hein. Quand il y a eu un traumatisme au-dessus de vous, si ça n'a pas été verbalisé, si ça n'a pas été conscientisé, si on n'a pas pu mettre du sens dessus, si on n'a pas pu donc faire résilience, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire faire en sorte que ce traumatisme, il nous serve pour acquérir des compétences, il nous serve pour être plus fort, il nous serve pour éviter de reproduire la même chose, etc., etc. Donc, si ce traumatisme n'a pas été verbalisé pour des questions de honte, pour des questions diverses et variées, eh bien, à ce moment-là, ça va se revivre. Alors, pas forcément sur la génération d'après, mais très souvent sur la génération des petits-enfants. Alors, on a une formule. Alors, j'espère que ce coup-ci, je ne vais pas faire de faute. Les secrets, le secret, je vais vous le réarticuler, on va dire recret. Ça va ça, si je l'écris comme ça, se recrée, se reprend? On est bon, d'accord? Donc, ça c'est un point fort dans toute psychologie. Dans toute psychologie. Tout ce qui ne se verbalise pas, ce qui ne se conscientise pas, c'est appelé à se revivre. D'accord? C'est pour ça que vous avez des femmes qui ont été battues enfants. Je dis des femmes, mais ça peut être un homme. Mais des femmes qui ont été battues enfants, qui vont être battues en premier couple, qui vont s'en sortir, qui vont être finalement à nouveau, qui vont retomber sur un homme qui va à nouveau les agresser. S'il n'y a pas de verbalisation, s'il n'y a pas un travail à faire dessus, s'il n'y a pas, eh bien, on va le revivre. Voilà. Donc, c'est pareil dans les générations. Donc, l'idée, c'est que vous êtes très actifs. Il y a un dialogue important avec le thérapeute, contrairement, vous savez, à l'analyste qui est derrière le canapé et qui fait et qui vous laisse juste verbaliser, mais finalement, vous restez ancré dans le passé. Or, nous, l'idée, c'est, une fois qu'on a compris, on ne va pas se rouler dedans, on va trouver à positiver et on va aller de l'avant. On va couper les choses négatives, les liens négatifs avec tel ou tel ancêtre, une fois qu'on aura vu où est le problème. Et ensuite, on va aussi trouver les choses positives que cet ancêtre nous aura données éventuellement. Et ensuite, on va pouvoir aller de l'avant. Et finalement, le but, c'est d'être soi-même, d'être unique et d'être libéré de tous les mots d'ordre, de toutes les missions qui viennent de vos ancêtres, de vos parents, etc. Et ces missions, on va voir comment elles passent de manière consciente ou inconsciente, de manière verbale ou non verbale. Mais en tous les cas, ça passe. Voilà. Donc, vous appartenez à une tribu,
d'accord, à un clan. Donc une famille, cette famille, elle a des lois, elle a des interdits, des obligations. Tu dois réussir à l'école, ou tu ne dois pas, tu dois gagner de l'argent, ou dans notre famille, les filles ne réussissent pas, c'est aux garçons de faire des études, etc. Alors tout ça, c'est des choses qui peuvent être verbalisées clairement, ou qui passent de façon beaucoup plus subtile. Donc votre famille, elle a ses lois. Après, au-dessus de ces lois familiales, vous avez des lois beaucoup plus larges qui peuvent être liées à la religion, qui peuvent être liées au pays. Voilà, hein, qui peuvent être liées au pays où vous êtes, etc. À l'histoire de la famille, etc. Voilà, donc l'idée c'est qu'il est très très difficile pour un individu de désobéir, de sortir de la famille. Tout petit, on a été en position de survie dans ce contexte-là, et il faut impérativement s'y plier. Que ce soit sain, pas sain, qu'importe, un enfant ne remettra jamais en question ses parents. C'est vraiment une question d'adaptation et de survie. Et donc, il est très très difficile, quand on a pris ce biais-là petit, cet ancrage, hein, c'est comme le premier sillon. Une fois qu'on a un premier sillon, bah, c'est difficile de sortir du sillon. C'est beaucoup plus facile de continuer toujours avec les mêmes habitudes mentales. Donc en fait, quand vous avez pris ces habitudes de pensée, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on parle de loyauté familiale. Voilà. Or, il y a des loyautés qu'il faut trahir, impérativement. Pour être vous-même, pour être heureux, pour éviter d'être malade, pour éviter, voilà, pour vous réaliser tout simplement, hein, et ne pas transmettre éventuellement à vos enfants. Voilà. Jusqu'à là, je suis à peu près claire. Parce que bon, alors, je re-regarde quand même mon petit plan. Donc, vous êtes unique. Quand vous venez me voir, ou un autre thérapeute en psychogénéalogie, c'est pour vous, c'est pas pour votre sœur, d'accord? Même si ça va faire bouger, même si, voilà, votre mère, etc. Mais vous êtes unique. Et votre problème n'est pas le même, totalement le même que celui de votre frère, de votre sœur, de votre mère, etc. Même s'il y a des choses qui se retrouvent. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver, quand vous venez me voir, vous avez un problème précis, d'accord? Vous avez un truc sur lequel vous voulez agir. Par exemple, vous vous apercevez que vous tombez toujours sur le même type d'individu, que ce soit au travail, que ce soit dans un couple, que vous avez des relations compliquées avec quelqu'un. Par exemple, vous êtes fâché avec un frère et vous ne savez pas pourquoi. Voilà, il peut y avoir des heurts comme ça qui ne sont pas fondés à vos yeux, qui sont injustifiés, qui sont curieux. Et pourtant, voilà, ça existe, quoi. Hein, voilà. Et en fait, on s'aperçoit que 2 générations avant, il y a eu un conflit entre, par exemple, 2 frères. Et là, on trouve la cause. Il y a eu spoliation, il y a eu... Vous voyez? Voilà. Et alors que vous, ça se reproduit, mais sans cause apparente. C'est pareil pour certaines maladies. On va avoir certaines maladies, mais on va vous dire oh ben c'est purement psychosomatique. Et en fait, ça peut être une fidélité. Par exemple, ça peut être... alors la maladie, en plus, c'est maladie. Hein, c'est les mots M-O-T-S
qu'on n'a pas pu verbaliser et qui bascule MAUX en mots physiques. Hein. Dès qu'on n'est pas raccord avec ses besoins, dès qu'on n'arrive pas à verbaliser, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. D'accord? Donc vous pouvez très bien avoir une maladie qui finalement est quelque chose en lien avec une personne au-dessus. Par exemple, j'ai une cliente, c'est très rigolo, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est génétique, gna 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 gna. Mais pas toujours. J'ai une cliente, elle a une grande balafre, donc elle a eu un gros problème cardiaque, qui est une maladie qu'on a étiquetée comme étant génétique. Or, dans son arbre au-dessus, personne ne l'a. D'accord? Sauf que elle a un grand-père qui, quand il était en travail obligatoire, sa fiancée, donc la grand-mère de ma cliente, lui envoyait des pains, des flans, des cakes très compacts. Et dedans, elle glissait, cette fiancée, elle glissait des petits tubes. À l'intérieur, elle mettait, alors je ne sais plus si c'était, elle mettait un médicament, alors je ne sais pas si c'est de l'aspirine ou un truc comme ça, qui avait donc, si on en prenait beaucoup, une incidence sur le cœur. Et donc, dans son message à ce fiancé, qui était retenu en Allemagne, elle lui disait « Vas-y, prends ça !» et tu vas finir par déclencher quelque chose au niveau cardiaque, etc. Et ça a marché. Le fiancé est revenu, voilà, il est revenu, il a été libéré du travail obligatoire et il s'est retrouvé donc libéré, il a pu se marier, etc. Voilà. Et donc finalement, vous voyez comment on peut avoir une espèce de filiation très rigolote. Alors des fois c'est rigolo, mais bon, pour cette cliente, ça l'était moins puisqu'elle a quand même été opérée. Mais bon, voilà, il y a des anecdotes comme ça qui font sens si on arrive à comprendre ce type de fil d'Ariane. Donc, ce que je vous propose là, c'est de voir le type de secret et le type de trauma qu'on va avoir dans les générations au-dessus. D'accord? Donc en fait, il faut bien se remettre en tête que nos pauvres aïeux, hein, même nos parents, on n'a pas besoin d'aller très loin, ils vivaient quand même à une époque où il y avait un côté coercitif, que ce soit au niveau de certains tabous, que ce soit... il y avait vraiment un poids énorme, et puis on n'exprimait pas les choses facilement, on n'exprimait pas non plus ses émotions, hein. Il y avait une espèce de coupure, on n'avait pas la quête du bonheur que nous on a aujourd'hui, hein, avec la quête de l'individualisation, etc., qui est très noble, sinon je ne ferais pas ce travail. Mais l'idée c'est que on n'en souffrait pas moins, mais on mettait son mouchoir dessus, quoi. Hein. Voilà. C'est pas parce que dans le temps, effectivement, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient jeunes, etc., que c'était banal, entre guillemets, que les mères ne souffraient pas. Moi, dans ma famille, j'ai par exemple 2 fois de suite, une génération près, des femmes qui ont perdu leur enfant bébé. Donc, on peut considérer qu'en 1900, ou même avant 1900, ou en 1930, donc je vous dis, avec une génération d'écart, perdre un enfant bébé, c'était quelque chose encore d'assez courant. D'accord? N'empêche que ces femmes, elles ont attendu 9 ans pour avoir une autre grossesse. C'est-à-dire pour avoir vraiment un enfant. Le premier, c'était un bébé, elles l'ont perdu. Et en gros... je pense que, voilà, elles n'ont pas eu de relation sexuelle, pratiquement pas avec leur mari. Enfin, c'était un trauma. C'était un vrai trauma, même si c'était quelque chose de banal. Mais
On leur disait, mais ton mari t'en fera d'autres. Non, elles avaient peur. En tout cas, les deux personnes dont je vous parle, elles étaient terrorisées, quoi, hein, à l'idée d'avoir un autre enfant et de revivre la même souffrance. D'accord? Voilà. Donc, on vit dans une époque où quand même la parole s'est libérée, où il y a des tas de thérapeutes qui peuvent vous aider de tas de manières différentes, où on sait que, on vit quand même dans un monde quand même relativement en paix, on va dire, hein, où on n'a pas connu les tickets de rationnement, etc., etc. Enfin, je ne crois pas. Et donc, nos aïeux, eux, vraiment, c'était beaucoup plus douloureux. Et vous ajoutez à ça donc, tout ce qui est interdit, tabou, etc. Vous savez tout de suite que dans toute famille, c'est gavé de secrets, gavé de traumas. Voilà, donc forcément, tout le monde devrait faire une psychogénéalogie. Ça, c'est ma conviction. Alors, juste une chose, je vous ai dit, vous venez avec un problème, votre problème, pas celui de votre sœur, d'accord, ni celui de votre mère. C'est une analyse, vous parlez en votre nom. Mais vous pouvez revenir, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur une problématique, un ancêtre, par exemple. On solde tout ça, et puis peut-être 10 ans après, vous allez avoir un autre type de problème. Peut-être que vous l'avez depuis très longtemps, hein, mais là, il commence à vous gêner. Et vous allez revenir, retravailler sur votre arbre avec un nouvel angle. D'accord? Moi, j'en ai fait 3. Alors, pour la petite blague, le premier, je l'ai fait toute seule. Alors, disons que l'objectif a été atteint. Mon fils va bien. Mais alors, pour moi, ça a été quand même très violent, quoi. Ça a été, je l'ai fait vraiment toute seule et j'en ai assumé les conséquences. Ça a été très très dur. Voilà. Donc je vous conseille quand même de vous faire accompagner. C'est pas pour voilà. Donc alors là c'est là où ça va devenir interactif. Voilà. Donc l'idée c'est quels sont les traumas, quels sont les sujets qui ont pu faire secret, etc. Allez-y, je vous écoute, les thèmes. La fidélité. Alors, on va caler tout, celui-là, sous déjà le mot... Voilà, tout ce qui touche au sexe. Alors, infidélité, qui d'autre? Inceste. Alors, inceste, aujourd'hui, quand on voit tous ceux qui viennent en thérapie, il y en a plus de 40%, c'est lié, alors pas nécessairement de l'inceste, mais en tous les cas, voilà, des attouchements par un ami de la famille, ou par, etc., etc. Voilà, alors dans le temps, c'était encore plus commun. Hein. Vous imaginez, quand vous bossiez à 13 ans, 12 ans dans une ferme, et que l'épouse ne voulait plus coucher avec son mari. Bon, alors, infidélité, on va mettre inceste, mais en fait, c'est plus large que ça. Voilà. Juste, infidélité, ça peut déboucher sur quoi? Avortement. Alors, peut-être, oui. L'enfant, il est Une erreur de filiation. Enfin, Voilà. Alors, infidélité, donc on a ce qu'on appelait à l'époque la bâtardise. Quel joli mot. Et je vous jure que ça, il y en a plein. Il y en a plein dans les... ou alors, par exemple, on découvre que voilà, moi j'ai une cliente comme ça, c'est ça quoi. Hein, elle a découvert très tardivement que sa sœur n'était que sa demi-sœur. Et quand elle en a parlé, mais ça a été... Alors, la parole libère,
Et quand on fait de la psychogénéalogie, on va parler. On va parler avec la tante, le frère, la sœur, la grand-mère, etc. etc. hein. Alors, souvent, pour les grands-parents, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Ils se sont tus pendant longtemps. Souvent, ils ont une interprétation de leur époque. Par exemple, dans le sexe, on va avoir l'homosexualité. Imaginez, il y a eu un problème d'homosexualité dans leur famille. Pour eux, c'était quelque chose de terrible. Ils peuvent en parler 60 ans après. Tout est banalisé, tout est libéré, tout est simplifié. Aujourd'hui, c'est plus un tabou. D'accord ? Donc, si on va parler, par exemple, aux grands-parents, etc., souvent, ça fait un soulagement phénoménal. Ou aux grands-oncles, aux grandes-tantes, etc. Parce que nous, on travaille avec les fratries, c'est considérable. Les fratries, c'est considérable. Donc, on parle des oncles, des grands-oncles, etc. Donc, après, quand vous allez parler de certains sujets avec la frangine ou là, des fois, ou avec votre mère ou votre père, des fois, ça coince un petit peu plus, quoi. Voilà. Mais une fois qu'on a abordé le truc, qu'on sait comment l'aborder aussi, il y a un peu de communication non violente à mettre, enfin, bon, il y a des petites choses. En fait, tout bouge et on peut réinterpréter aussi les choses avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus, et ça, c'est pas mal. Donc, d'une manière générale, on interroge les gens et voilà. Alors, côté... Hop, excusez-moi. Donc, on a infidélité, on a la bâtardise. Alors, on va avoir... tout à l'heure, on a dit avortement. Oui. En sachant qu'à l'époque, ça pouvait être terrifiant, quoi. D'accord ? Le nombre de femmes qui s'avortaient toutes seules, au risque donc d'en mourir, etc. Mais vraiment, dites-vous que c'était courant. Quand vous voyez par exemple dans un arbre, dans une... d'accord, je dis arbre, c'est-à-dire dans le génosociogramme, quand vous voyez qu'il y a par exemple 3 enfants en 3 ans, les 4 premières années de mariage par exemple, et qu'après il n'y a rien, on peut se poser la question. Qu'il y a un autre mariage 20 ans après, ou 15 ans après, et que en suivant il y a une grossesse, on peut se demander pourquoi il n'y a rien eu pendant tout ce laps de temps, par exemple. Voilà. Et on ne parle même pas des enfants qui ont été tués. Parce que dans les campagnes, mais oui, tout à fait, dans les campagnes, ça arrivait. Il y avait une anecdote comme ça, c'était très touchant. Il y avait un plancher qui avait été fait au XVIIIe siècle dans un château. Et quand le plancher a été ressoulevé pour des rénovations, en fait, on s'est rendu compte que le menuisier avait écrit sur chaque planche tout le récit du village. Et dedans, alors il parlait de ses relations avec sa femme et on sentait que lui qui savait écrire, c'était, je crois que c'était la fin du 19e, lui qui savait écrire, il regrettait d'être avec une femme illettrée, etc. Enfin, on sentait qu'il n'y avait aucune affectivité, aucun voilà. Et il témoignait justement d'avoir vu son meilleur ami tuer l'enfant de sa servante à 2 reprises. À 2 reprises. Voilà, et ce sont des choses, ce sont des réalités qui ne sont pas si vieilles que ça. Donc tout ça, évidemment, ça crée des traumatismes. D'accord ? Donc, dans les choses sexuelles, donc on a les infidélités, les incestes, l'homosexualité. Est-ce que vous voyez autre chose ? L'abandon. Alors, oui, mais alors là,
Oui, c'est les origines aussi. Alors, c'est pas tant le sexe. Bon, oui, on va dire abandon, d'accord, mais c'est pas tant le sexe. Les viols. Voilà, merci. Évidemment, hein, MeToo, aujourd'hui, on en parle facilement et on s'aperçoit que... hein, mais il ne faut pas oublier que je pense que le premier vrai procès qui a été jusqu'au bout, c'était dans les années 60, je crois, et encore, c'était parce que c'était des étrangères et qu'elles sont allées, je crois, jusqu'au pénal. Et à l'époque, ça a provoqué mais des scandales sans fin, quoi. Hein. Je veux dire, on taguait leur maison, etc., etc. Enfin bon, voilà. Donc la parole s'est libérée. En plus, il n'y a pas si longtemps que ça, souvent, comme il n'y avait pas d'éducation sexuelle, d'accord, une demi-heure. Comme il n'y avait pas d'éducation sexuelle, évidemment, les filles étaient quand même des oies blanches. Et donc, il était très facile de se retrouver embringué dans une situation un peu difficile. Moi, j'ai vu ça des deux côtés de l'arbre pour mes enfants, hein, pour les deux grands-mères. Et donc, voilà, on se retrouvait vraiment à la merci du premier mauvais garçon venu. Et ensuite, après, mais on se taisait. Souvent parce qu'on n'avait pas compris ce qui nous arrivait, à part que c'était quelque chose de honteux et de douloureux, et on traînait sans... voilà. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui se tait, tout se crée, se recrée, ces femmes-là, souvent, étaient victimes à nouveau. C'est ça qui est terrible. Hein. Bien, donc le viol, alors ça peut être aussi hein, pour les hommes, hein, voilà. Autre chose? Stérilité. Oui, on va le mettre aussi là, tout à fait. Alors, des fois, alors stérilité, ça pouvait être quelque chose de catastrophique parce que les femmes étaient considérées quand même beaucoup comme des ventres, hein, donc si ça ne marchait pas, évidemment, c'était compliqué. Cela dit, il y a eu des périodes où des fois, ben voilà, on s'aperçoit que, je me souviens d'une anecdote comme ça, donc je vous parle de trucs, c'est tout récent, hein, c'est les années 60, 70, hein, donc c'est quand même récent. On a une grande tablée au Pays Basque, là, pas loin, et donc il y a une femme qui réalise que finalement, sa tante n'est pas sa tante, mais c'est sa mère. Sa mère ne pouvant pas avoir d'enfant, la tante, la sœur, la tante en ayant, ben voilà, le village était au courant. Comme en général avec les histoires de bâtards, tout le village sait. Sauf la première intéressée, qui des fois va le découvrir au moment où il ou elle va demander son extrait, son certificat de naissance complet, et où là, il est mentionné, donc, qui est le père, qui est, etc., etc. Si les parents n'étaient pas mariés, là, tout est visible. Vous l'apprenez à 20 ans, 25 ans. C'est l'extrait de naissance avec filiation. Voilà, l'extrait complet. Hein, voilà, l'état civil complet. Et c'est ça, c'est ce qu'on demande hein, quand on fait l'arbre généalogique, l'arbre psychogénéalogique. On ne travaille pas juste sur des extraits simplifiés, on prend l'acte intégral. Parce que c'est gavé de détails. Hein, dans la marge, vous voyez, reconnu le. Ah bon? Donc mon père n'est pas mon père. Voilà. Alors ça, il y en a vraiment pléthore, quoi. Parce que comme il n'y avait pas de contraceptif, très peu, et ben nécessairement, on tombait enceinte hors mariage, etc.
Voilà, donc parfois la famille vous mariait à la va-vite avec un homme qui avait 20 ans de plus. Hein, ça, j'ai ça dans mes clients, quoi. Voilà. Donc, stérilité, viol, homosexualité, inceste, bâtardise, IVG. L'adoption avec la stérilité. Ça peut être l'adoption. C'est lié à l'affiliation qui. Oui, mais des enfants adoptables, il y en a des. Ah bon. Voilà. Alors, après, on va avoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on a sûrement oublié quelque chose par rapport au sexe. Oui. Un enfant normal. Alors oui, alors là maintenant on arrive à autre chose. On arrive au décès. Alors tous les décès qui ne se font pas gentiment dans un lit, et je ne vous parle pas des gens qu'on aide, hein, des personnes très âgées qu'on aidait avant, avec un coussin, avec... Mais non, mais c'est vrai, surtout quand il a été odieux, que c'était, tu sais, le padrone, quoi, le père de la ferme, qui plaçait ses filles, voilà, et qui voulait pas lâcher, tu vois. Voilà, il y a un moment, on n'en pouvait plus. Et puis c'est très lourd, des gens qui n'en finissent plus voilà, nous, on les cache dans les EHPAD. Voilà. Pfizer, ça va tout seul. Voilà, avant, tu avais toujours une vieille tante, la cadette, qui restait pour s'occuper des vieux parents, etc. Mais des fois, on les accompagnait quand même. Hein. Mais non, mais la vie était dure. La vie était dure, quoi. Voilà, et puis la notion encore une fois, remettez-vous dans l'idée que nous, on fait des couples où souvent, c'est motivé quand même par l'amour, même si c'est pas une notion très rationnelle parfois, mais au moins, c'est pas des mariages obligés, d'accord? Comme ça l'a été pendant une éternité. Donc, mariage obligé, donc relation sexuelle obligée, hein, parce que dans la notion de viol, hein, on appelait ça le travail de nuit, hein, dans le couple, hein, d'accord? Voilà, hein, donc, mais encore une fois, je ne parle pas d'il y a 4 siècles, hein. Je parle d'il y a 50 ans, d'il y a... ok. Même encore aujourd'hui, puisque... Voilà, et puis on ne divorçait pas. À partir du moment où les femmes n'ont pas d'indépendance financière, où le regard public est lié à la religion, etc. Alors, dans les arbres généalogiques, on voit, il y a des couples, il y a des familles où on divorce tout le temps, où le mari se barre tout le temps. Et d'autres où, au contraire, on ne divorce jamais. Même si on sait que l'oncle l'oncle Jean battait sa femme comme plâtre, etc., etc. Mais elle est restée jusqu'au bout, ils ont fêté leurs 60 ans de mariage. Voilà, donc tout ça, ça a des conséquences, évidemment. Donc, alors, dans les décès, on en était au décès. Alors, les décès... Les assassinats. Alors, les assassinats, donc heureusement, ça arrive rarement. On va mettre crime. Mais avant aussi. Hein. Ouais, mais c'est quand même relativement rare. Quoi de... Les morts en couche. Mort-née. Morte en couche. Vous imaginez quand votre épouse que vous adorez, enfin il y avait quand même des mariages heureux, quand votre épouse que vous adorez, eh ben finalement elle meurt à 25, 30 ans, qu'en plus elle vous laisse 4 gosses, ou qu'elle vous laisse un enfant,
médecin. Quel regard vous posez sur cet enfant? Bon, parfois, il peut être rejeté parce que c'est la cause de la mort de la mère. C'est ça, ouais. On est d'accord, voilà, c'est l'évidence, voilà. Après, les frères et sœurs, s'il y en a, les frères et sœurs, quel regard vont-ils poser sur cet enfant-là? Mais surtout, ces frères et sœurs-là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce que c'est que de donner la vie? Est-ce que donner la vie, c'est pas donner la mort? Donc la génération d'après, par exemple, on va avoir une fille qui va faire juste un enfant, parce qu'il faut faire un enfant quand on est une femme. Aujourd'hui, il y a des femmes qui acceptent de dire facilement « moi j'ai choisi de ne pas faire d'enfant ». Mais c'était inaudible ça avant. C'était inaudible. Donc, la génération d'en dessous, quand il y a eu une mère qui vous a abandonné parce que la pauvre elle est morte en couche et que vous aviez 4 ans, vous avez manqué toute votre vie d'une mère. Donc, vous repoussez le moment à votre tour d'avoir un enfant. Et cet enfant, si c'est une fille, vous allez lui répéter d'une manière ou d'une autre, mais vous allez distiller d'une manière ou d'une autre le fait que avoir des enfants, c'est dangereux. Moi, j'ai manqué de ma maman, etc., etc. Voilà. Enfin, et tout ça, ça va vous donner en 3e génération une fille qui va avoir des problèmes de stérilité. Ça, c'est typique. Parce que avoir un enfant, c'est dangereux. D'accord? Alors, morte en couche. Alors, quoi d'autre? Les morts violentes similaires, qui sont similaires dans une famille, il peut y avoir. J'ai rencontré quelqu'un comme ça, moi, il avait sa femme, enfin, son épouse est morte d'un accident de voiture, son père s'est fait écraser par une voiture, son frère est mort avec un accident de voiture. Tu vois, les loyautés, c'est fou, hein. Alors, on va dire des accidents avec des morts rapides, d'accord, brutales, pas au bon âge. Alors, on peut accepter à 80 ans, ok, mais quand c'est quelqu'un qui meurt brutalement à 25, à 30 ans, à 40 ans, en laissant des enfants, etc., c'est inacceptable. Alors, nous, en psychogénéalogie, on regarde, les morts sont suspectes en dessous de 60 ans. Donc, vous voyez, c'est important, quoi. Hein. D'accord? Donc, on a ça. Alors, ce qui est très rigolo, non, je ne devrais pas dire c'est très rigolo. Ce qui est vraiment pertinent par rapport à ces histoires de loyauté familiale, c'est qu'on va retrouver au même âge, à un an près, on va dire, des gens qui vont mourir. Par exemple, dans ma famille, à 42-43 ans, à un moment, hein, arrière-grands-parents, grand-oncle, enfin arrière-grand-oncle, etc. Et bien, il y a plusieurs frères de la même fratrie qui meurent à 42 ans. Les enfants, les garçons du premier frère meurent. Il reste juste une fille, qu'on va appeler Désirée. Mon grand-père va s'appeler Désiré. Donc, voilà. Il mourra aussi à 42 ans, comme son père avant lui, etc. Et donc, bizarrement, ce Désiré, mon grand-père, n'a eu que des filles. Parce que avoir un garçon, voilà, d'accord? Mais c'est vrai que voilà, il y a. Et puis quand on arrive à 42 ans, sinon dans cette famille, on est crispé, tu vois. Et en fait, la loyauté familiale peut te pousser à avoir une vie, ce qu'on appelle avoir des comportements accidentogènes, par exemple. Où le stress, on le sait bien, fait en sorte, le stress sur du long terme, fait en sorte que tes défenses immunitaires, elles sont à 0.
Tu vois, donc tout ça fait combiner que tu peux avoir... aujourd'hui, il a été prouvé que, par exemple, par des assureurs, que quelqu'un qui est quitté va avoir 3 fois plus de risques d'avoir un accident dans les 3 semaines qui suivent, tu vois. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le comportement accidentogène. On peut avoir ce type de choses. On peut avoir ce type de choses. Donc, voilà, quelqu'un qui est obsédé par cette espèce de fatalité, effectivement, il va avoir un comportement peut-être plus risqué, où il va attraper des maladies plus facilement, etc. etc. Voilà. En digne fils de son père, ou... Alors, donc, tout ce qui est accident, après. Suicide. Merci. La honte et l'angoisse. C'est bien écrit? Oui. J'ai toujours un doute avec ceci. Je fais pas trop de fautes d'habitude, mais quand je suis là, heureusement qu'on ne le voit pas au tableau sur la vidéo. Je pourrais reprendre tout avec des montages et ce sera très bien. Voilà. Donc le suicide, et oui, terrible. Terrible, terrible, et quand même un peu courant, hélas. Hein, voilà. Donc d'abord, c'est contre la religion. D'accord? On n'était pas enterré en terre... ok, voilà. Et ensuite, qui dit suicide, dit honte. Mais c'est la honte. Pour la famille. Oui, parce que ça peut être une problématique d'argent, ça peut être... Un chagrin, non? une dépression. Voilà, tout ce qui est maladie psychiatrique. Vous les voyez, les maladies honteuses, là? Alors, dans les maladies honteuses, on a maladie psychiatrique. Ça, c'est vraiment le gros pavé. D'accord? Avec donc les dépressions, etc., les cas de folie, toutes ces personnes qu'on a poliment évincées, et où voilà, vous avez 36 explications sur leur mort, ou sur leur vie, ou sur leur... mais jamais la bonne, jamais la... D'accord? Alors, il faut savoir un truc, c'est que c'est dans une famille qui exclut un de ses membres, c'est pas bien. C'est mal. Il va falloir réparer. La génération d'en dessous va devoir réparer d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment quelque chose qui... voilà, c'est très difficile. Donc, quelqu'un qui va être exclu, c'est comme un système de paiement des dettes. En dessous, il va falloir payer. Pareil, imaginons quelqu'un qui aurait dû faire de la prison. Quelqu'un qui a commis un crime, et ce crime n'a pas été sanctionné par la justice. J'ai des tas d'exemples, mais imaginons donc justement un grand-père pédophile, mais cet homme était vraiment quelqu'un de prestigieux, un notable, etc., ou que sais-je, et donc il a peut-être violé la moitié de ses petits-enfants, hein, mais il y a eu une omerta parce que ça aurait fait exploser la famille et puis le candidaton, etc., etc. Donc cet homme, lui, il est mort tranquillement dans son lit. Voilà. Et donc, curieusement, on se retrouve avec 2 générations plus tard, avec un homme qui est accusé d'attouchement, de choses sexuelles, etc. Il fait de la prison. Et puis, il finit par être gracié, enfin, innocenté, merci, c'était le mot que je cherchais. Et en fait, cet homme, voilà, bon, qui est quand même très très bouleversé par tout ce qui lui est arrivé, parce que vous imaginez un petit peu, eh bien, il fait une thérapie, et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a cet aïeul qui n'a pas été puni. Voilà. Moi, dans ma famille, ça a été pareil avec mon grand-père maternel,
qui, a priori, a tué quelqu'un dans un accident de vélo. Voilà. Sa mère, qui était très couvante, lui a dit « Mon chéri, pars en Belgique, tu ne seras pas inquiété. » Et mon frère a fait de la prison pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, heureusement, il est sorti très vite, mais c'est très... Voilà, on retrouve des choses. Voilà, alors... donc, là, mort aux couches, accident, suicide... évidemment, il faut penser aux guerres quand même. Hein, il n'y a pas que les morts en couches, les hommes aussi ont des choses terribles. D'accord? Voilà. Donc tout ce qui est fils mort à 20 ans, etc., dans les tranchées et autres, on pouvait même plus en parler. C'était quelque chose de tellement terrible. Et puis, il faut voir aussi que ces hommes qui sont revenus, quand ils sont revenus, ils étaient souvent dans un état d'errance mentale terrible. Quand ils avaient un corps qui n'était pas esquinté, hein, mais on a eu beaucoup de gens qui étaient amputés, etc. Enfin, voilà, donc quelle utilité à la ferme? Voilà, ces femmes qui se sont retrouvées avec des enfants pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'allocation, c'est venu, l'allocation pour aider les veuves de guerre, etc., c'est venu en 1921. Ça veut dire que ces femmes, elles se sont débrouillées comme elles ont pu. Il faut voir que quand même, en l'hiver 1916, l'hiver 1917, il n'y avait plus de charbon. Les gens crevaient de froid chez eux quand même. Hein. Vous imaginez un petit peu les conditions, quoi. D'accord? Donc, en fait, ces femmes, elles se sont retrouvées à tout faire, travailler en usine ou s'occuper de la ferme, etc., etc. Et elles se sont rendues compte que, ma foi, elles pouvaient assumer des fois aussi, hein. Vous pouvez tout gérer. Et quand les hommes sont revenus, ceux qui sont revenus, parfois ils étaient absolument tellement dévastés, tellement métamorphosés, que finalement, on pouvait continuer à faire sans eux, quoi. Hein. Voilà. Quand ces hommes se sont pas mis à boire, etc., hein, d'accord, voilà. Bon, donc, du coup, on se retrouve une génération ou deux plus tard avec des femmes qui, de génération en génération, ont tenu le discours. Ah, mais franchement, les hommes, tous des bons à rien. D'accord? Ou ah, mais on peut pas compter sur eux. Et ça, c'est répété depuis toute petite, hein. Ok? Ou, oh tiens ma chérie, prends ma bague, c'est ma bague de fiançailles, ah oui elle est belle, mais ne te marie jamais. Voilà. Bon, donc en fait, vous voyez, par exemple, vous allez retrouver des filles de la génération de Soline qui, une fois alors tant qu'elles fréquentent tout ça, elles vont vivre 3 ans, 4 ans avec un homme, ça va merveilleusement bien se passer et tout. Et le jour où elle s'engage et elle se marie, il n'y a plus de vie sexuelle, ça part en cacahuète, quoi. Voilà. Mais tout ça, c'est des histoires on ne peut pas être heureuse dans le mariage. Et le message, il est passé. À l'heure actuelle, c'est difficile de pouvoir remonter à cette époque-là. Si on a perdu le fil de la famille, on ne peut pas arriver à comprendre. D'un côté, grand-père ou grand-mère, moi je ne vois pas maintenant, plus de personnellement. Mais... On peut toujours. Vraiment, hein, on peut toujours. Il n'y a plus de famille ou pas. Franchement, moi j'ai qu'une grande tante. Je n'ai qu'une grande tante de 81, 82 ans. Et entre les souvenirs que j'ai de l'enfance,
entre les documents qu'on arrive à trouver, entre les connaissances historiques, franchement, on y arrive. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que en psychogénéalogie, Anne Ancelin, la personne qui a un petit peu mis à jour la psychogénéalogie chez nous, en fait, donc elle faisait des ateliers de psychodrame, tout ça, où chacun disait à sa mère ce qu'il aurait voulu lui dire, etc. Bon, évidemment, c'était pas sa mère, hein, c'était une autre dame avec un voile sur la figure, bref, qu'importe. Mais comme c'était toujours des problématiques familiales, elle s'est mise à faire vaguement les arbres pour, grosso modo, retrouver qui était qui dans cette famille, etc. Et évidemment, elle mentionnait les frères, les sœurs, les tantes, puisque les fratries sont hyper importantes. Hein. C'est une des grosses différences avec la généalogie. Hein. Et puis, en mettant les dates, ou en mettant, en fonction des anecdotes qu'on lui racontait, ouais, je crois qu'un tel, en fait, il est mort de telle manière, ou j'avais un oncle qui m'avait raconté que chose, il était un peu porté sur la boisson, ou tati chose, elle était quand même un peu avec la cuisse légère, etc. Voilà. Donc, en fait, quand vous faites votre arbre, vous allez noter toutes les anecdotes qui vous reviennent, et vraiment, vous allez vous apercevoir que vous savez quand même pas mal de choses. Et en faisant ça, c'est là qu'on s'aperçoit de répétitions, de redites, de choses qui ont un aspect différent, mais en même temps, ça fait vraiment écho, quoi. C'est un peu la même situation, quoi. Hein. Une reproduction. Oui, mais pas tout à fait pareil, quand même. On est plus subtil, quand même, hein, tu vois, voilà. Mais effectivement, ça bégaye. Ouais, ça bégaye. En fait, ce qui est très intéressant avec Anne Ancelin, et on en discutait tout à l'heure avec quelqu'un qui avait lu son livre Aïe les aïeux, c'est qu'elle a réalisé qu'il y avait des dates. Et des dates, on va dire des dates anniversaires, qui se retrouvent. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du lien entre mon grand-père maternel et mon frère. Mon grand-père maternel et mon frère est né 1 an et 1 jour après le décès de mon grand-père. 1 an et 1 jour. Donc en fait, on va s'apercevoir, si on fait attention à ça, attention aux dates, qu'il y a des personnes qui sont en relation avec ce genre de date. Alors en général, on met 2 jours d'écart. Hein. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui est mort, donc je dis n'importe quoi, le 1er août 1958, et une autre personne qui va être née le 3 août 1975. D'accord ? 2 jours, ouais, ça fait 1 heure, d'accord. Ouais. 2 jours d'écart, bon ça va, je suis dans les temps, je pense. 2 jours d'écart, ça fait pas grand-chose hein, sur une année. Ok ? Et donc en fait, on va s'apercevoir, c'est vraiment un signe. C'est vraiment un signe. Et vous avez aussi, donc ça va être le signe que cette personne est en relation avec cet aïeul. Alors après, il faut faire des hypothèses. Par exemple, ce qu'on appelle le syndrome du gisant, c'est un enfant qui va être né pratiquement à la même date que quelqu'un qui est mort. D'accord ? Donc, a priori, c'est pas très bon signe. Voilà. Alors effectivement, surtout dans le cas de mon pauvre frère, où c'était vraiment il n'y avait qu'1 an d'écart, donc ma mère, elle était véritablement dans l'idée du décès trop précoce de son père, etc., etc. D'accord ? Donc vous imaginez une femme qui est enceinte, qui fait son deuil, bon an, mal an, dans un couple où ça se passe super mal, d'accord ? Voilà. Et
nécessairement, je vous parlais tout à l'heure des choses non verbales qui passent. Le placenta, c'est un filtre, ok, mais quand même, il y a des trucs qui passent. Hein. Le cortisol, par exemple, c'est l'hormone du stress, tout ça, ça filtre pas tout. Hein. Le bébé, à la fin, il arrive à déglutir jusqu'à 4 litres par jour dans le ventre de la mère. Donc s'il y a plein de cortisol, s'il y a plein d'angoisse, là, forcément, ça ne fait pas un bébé détendu. Hein. Okay. Si quand il arrive au monde, les conditions de vie sont déplorables, si la mère est dépressive, bon, enfin bref, donc on a les dates. Donc les dates aussi, nous on fait attention aux dates de mariage, dates de divorce bien sûr, décès, on fait attention aux dates de conception. Alors là on est un peu plus large des fois, on arrive jusqu'à 1 semaine à tout casser, bon voilà. Hein. Mais on fait attention à ça, parce que évidemment pendant la conception, déjà on peut avoir une idée du contexte. Hein, est-ce que le couple était heureux? Est-ce qu'il était marié? Est-ce que... voilà. Et puis, bizarrement, on s'aperçoit d'un nombre incalculable de dates de conception qui correspondent, toujours pareil, hein, là en général, je m'arrête à 2 jours, à la naissance d'un père, d'un grand-père, d'un... Vraiment, je vous jure, c'est pas des coïncidences. On peut dire des coïncidences quand c'est une fois de temps en temps, mais quand il y en a des dizaines dans l'arbre, et je vous rappelle qu'on monte jusqu'aux arrière-grands-parents, on n'a pas besoin d'aller loin, hein. D'accord? Puisque ce qui nous intéresse, c'est la légende familiale, c'est les petites anecdotes, c'est les histoires. Ok? Quand vous trouvez ce type de correspondance au niveau des dates, quand vous en trouvez des dizaines, c'est quand même impressionnant. Donc en fait, c'est vraiment la base, ces histoires de dates anniversaires, c'est quand même la base de la psychogénéalogie. Voilà, pour trouver les liens entre 2 individus. Alors, pour la petite histoire, vous avez... je vois qui compte, je sais pas. Moi j'ai déjà lu des bouquins de Salomon Célèbre, donc ça reprend tout ça. Oui. Donc, Non, je pensais que... je suis bien coiffée. Je ferai des clips au montage. Donc en fait, vous avez les dates qui peuvent vous indiquer des tas de choses. D'accord? Vous avez l'histoire, la grande histoire. Hein? Par exemple, moi j'ai une arrière-grand-mère donc, qui était alsacienne. Et en fait, donc, en 71, en 1871, avec... Prussien. avec Prusse. Oui. Et la commune, ça dit quelque chose à quelqu'un, la commune, les plus grands massacres civils, hein, c'était Paris. Moi, je suis née à Montmartre. Voilà, donc d'une famille de gens qui s'étaient agglomérés à Paris. Donc cette arrière-grand-mère, elle était alsacienne, et donc comme son père travaillait comme garde forestier, je m'appelle Forestier, et ben, elle est partie sur Paris à une dizaine d'années, où elle a rencontré un Belge, donc voilà, enfin bon bref. Donc, mais imaginez-vous en 1871, 1872, 1873, les gens à Paris, ils étaient traumatisés. Les choses qui se sont passées pendant la Commune, c'était des atrocités sans nom. On a fusillé des enfants de 10 ans, on a éventré des femmes, etc., etc. Enfin, mais par dizaines de milliers. Hein, voilà. Et puis vous avez une quantité de gens qui ont été déportés en Algérie et autres. Et puis donc vous avez les Alsaciens qui sont venus
remplacés. Enfin bon, bref, parmi eux, il y avait pas mal de juifs aussi. Donc tout ça, vous voyez, ça a fait un truc assez... voilà. Donc, bref. Donc tout ça, quand vous vous penchez un petit peu sur l'histoire, et toutes ces dates et toutes ces origines, vous retrouvez tout ça en remontant avec les archives départementales. Vous avez les extraits de naissance, enfin les actes de naissance intégraux, pardon. Vous avez les actes de mariage, vous trouvez les fratries, vous trouvez tout très facilement avec quelques clics. Très facilement aujourd'hui. On n'a plus besoin de se déplacer. D'accord? Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Même à minuit, vous pouvez être encore à trouver quelques grands-oncles, etc. Enfin, c'est passionnant, c'est passionnant. Quand vous trouvez que vous avez un grand-père qui est né sur un bateau, sur le canal de l'Ourcq, etc. Enfin, c'est très touchant. Vous redonnez de la vie à tout ça. Hein, bon, surtout si vous êtes un peu passionné d'histoire comme moi. Voilà. Donc, vous avez les dates. Et vous avez, pour vous aider dans votre cheminement, et vous avez les prénoms. Les noms et les prénoms. Les prénoms, ça c'est très intéressant aussi. Ça dit énormément de choses. Alors, vous avez ce qu'on appelle la langue des oiseaux. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en vous disant maladie, les mots et les mots. Et guérir, guérir. Vous voyez tout de suite dans quel sens il faut aller, alors que tumeur, c'est moins drôle. Voilà. Alors, les prénoms. Est-ce que vous avez des idées de prénoms avec des consonances comme ça? Violetta. Oh, le petit viol. Violaine aussi. La haine du viol. Allez, je mets un peu de légèreté. Amandine, quelle est l'amant qui est venu dîner? D'accord? Voilà. Il y a une anecdote comme ça. Une mère, elle avait 6 enfants de 6 pères différents. Le dernier, il s'appelle Perceval. Super joli, hein? Tous les Perceval. Donc le gamin, il va s'entendre appeler toute sa vie Perceval. Je vous jure que ça laisse des traces. Forcément, ça s'entend, quoi. Forcément, ça s'entend. Alors, pour la blagounette, encore une fois, donc moi, je m'appelle Sylvie, et vous allez me dire, Sylvie, c'est l'arbre, etc. Sylvie Forestier, waouh, quel nom prédestiné. Et j'aurais bien aimé que ce soit ça, mais non, pas du tout. Si il vit, c'est qu'il n'est pas mort. Voilà. Et en fait, moi, quand j'étais gamine, je détestais mon prénom quand j'étais toute petite et j'ai harcelé ma mère jusqu'à ce qu'elle me dise pourquoi elle avait choisi ce prénom-là. Et je savais bien qu'il y avait un truc qui n'était pas clair. Et en fait, juste le jour, elle m'a dit effectivement, bah écoute, j'avais très très peur que tu meurs parce que, en fait, moi, si j'ai bien compté, je pense être la 7e. C'est-à-dire que ma mère a eu 2 enfants morts-nés quand elle était jeune. Comme je vous le disais tout à l'heure, à 16 ans, elle a rencontré un homme qui était déjà marié, qui avait déjà un enfant, etc. Enfin bon, bref, elle a vécu dans des conditions déplorables. Elle a enquillé 2 grossesses, 2 enfants morts-nés, qui ont fait quelques heures, quelques jours. Et au cas où je n'avais pas bien compris, il y avait une petite fille qui s'appelait Corinne, et mon deuxième prénom, c'est... Corinne. Voilà. Donc 3e enfant, elle est enfin mariée. Son père est décédé. Vous vous souvenez l'histoire du 1 an et 1 jour après la mort du grand-père. Et là, c'est mon frère. Donc lui, il survit. Heureusement, elle rencontre un divorce, elle rencontre mon père. Et là, je pense que ça a été la grande chance de mon frère. Je ne pense pas, sinon il aurait fait long feu. Et donc, ensuite, il y a eu des fausses couches, etc. Et après, il y a eu une grossesse. Me voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle une grossesse gémellaire. Hein, vous savez, très souvent, aujourd'hui, on arrive à dire jusqu'à 40%, 30 à 40% des grossesses, quand elles démarrent, il y a la perte
d'un fœtus, d'un embryon, de rien du tout dans les premières semaines. En général, la mère perd un peu de sang, bon, elle s'en rend pas compte, hein, voilà. Mais par contre, pour l'enfant, ça fait quelque chose de très, très macabre, hein, quand même, hein, toutes ces... voilà. Donc, ma mère avait beaucoup d'inquiétudes, et donc, s'il vit, c'est qu'il n'est pas mort. Voilà. Et peut-être aussi... voilà, c'est que c'est pas un garçon, etc. Voilà. Et moi, quand j'étais petite fille, je me disais, oh, c'est pas juste, les garçons, ils ont plus de droits que les filles. Enfin, mon frère avait 7 ans de plus que moi, donc c'était pas difficile qu'il ait plus de droits et plus de facilité. Enfin bref. Donc, les prénoms, très, très, très importants. Et si vous avez un prénom qui se retrouve dans l'arbre, évidemment, là, il faut regarder quelle est l'histoire de cette personne. C'est une tradition, enfin, dans certaines familles, de donner systématiquement... C'était la tradition, je suis d'accord avec toi, n'empêche que ça a un impact quand même. Ça a un impact quand même. Ouais, ça a un impact. Comme Voilà. les prénoms des apôtres, quoi, il y en a plein, les Jean-Pierre, les Jean-Paul, les Jean... Ouais. Après, Jean, c'est pareil, hein, c'est ange. Oui, je sais. Hein, donc souvent, il y a un enfant derrière, enfin avant. Plein de prénoms. Voilà, comme René, voilà, comme Viviane, tu vois, voilà. Xavier aussi avec le X aussi. Xavier aussi avec le X. Enfin, moi aussi, il y a des enfants. Ouais, après Xavier, c'est aussi, on ne sait pas qui est le père, tu vois, le X. Ouais, c'est pas Tous les X. Bon, mais ceci étant dit, il faut faire très attention avec les interprétations. Parce que quand on est dans l'analyse, on donne des hypothèses, ok? On voit des choses qui sont troublantes, on voit des similitudes, on va voir des pistes. Alors, des fois, évidemment, en tant que thérapeute, moi, je les vois venir de plus loin que vous. Des fois, ça me paraît évident, mais il faut vous laisser quand même un peu le temps de cheminer. Donc, il y a des suggestions à faire, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que une même racine, une même situation, un même trauma ne va pas donner les mêmes conséquences. Hein? Ça, c'est valable pour tout. Ce qui compte, c'est notre interprétation. D'accord? Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas été souhaité, et je vous jure que ça arrive très souvent. Hein? Par exemple, les parents étaient en train de faire leurs études, et puis, voilà, la grossesse est là. Et donc, la mère doit arrêter de faire ses études pour pouponner, et c'est pas toujours passionnant, hein, je suis désolée. Et le père, au lieu de continuer médecine ou que sais-je, ou avocat, ou enfin un truc prestigieux, finalement, il va devoir travailler beaucoup plus modestement. Et donc, il est évident que ça va se ressentir. Hein. C'est les injonctions n'existent pas. C'est vraiment, tu vas déranger, quoi. D'accord? Et ça, c'est un poids, évidemment. Donc, soit vous avez l'enfant qui va se soumettre à ça, qui va penser qu'il n'a pas de valeur, que toujours il dérange, qu'il doit être transparent, qu'il doit faire passer les autres toujours avant lui, etc., etc., etc. Un déficit d'estime abyssal. Soit vous avez le mode rebelle. Eh bien, puisque c'est comme ça, moi je vais te montrer que je vais réussir à faire tout ce que tu n'as pas pu faire, par exemple. Papa ou maman. Ou je vais te montrer que je mérite, ou que, voilà, puisque tu m'aimes pas, je vais être le pire du pire du pire. Je vais te donner raison. Je suis détestable, etc. Mais tu vas voir ce que tu vas voir. Vous voyez, tout est une affaire d'interprétation. Donc, en fait, que ce soit pour l'enfant, il va faire ses petites hypothèses tout petit par rapport au milieu dans lequel il baigne, et il va en tirer une stratégie, il va tirer une personnalité, il va en tirer, etc. D'accord? Jusqu'à ce que, éventuellement, ce soit interrompu par une révélation, par des gens qui fréquentent, par une maladie. Bon.
Voilà, une remise en question. Mais c'est pareil pour les hypothèses qu'on va faire en thérapie. C'est-à-dire que vous allez me raconter un truc, moi ça va par exemple beaucoup m'interpeller, je vais le remettre dans un contexte historique, etc. Je vais vous dire, oh là là, mon Dieu, mais ça me paraît très lourd, ça a dû être tragique pour ton père, etc. Il a quitté l'Espagne en 1939, il est arrivé comme ça avec la retirada en plein mois de février, les camps de concentration, parce que nous avions les camps de concentration, n'est-ce pas, en France, dans le sud, pour les Espagnols. Hein? Voilà, bien de chez nous. Et donc, en fait, voilà, le truc c'est finalement, si on creuse autour de l'histoire de ce père, on s'aperçoit que non, finalement, il a réussi quand même à vivre des choses très belles avec l'intégration en France, etc., etc. Bon, voilà. Donc, il faut vraiment à chaque fois remettre les choses dans leur contexte et vous interroger sur comment ça résonne. Est-ce que c'est cohérent avec ce que vous savez, ce que vous ressentez, etc., etc. Donc, à chaque fois, on ne peut faire que des hypothèses et chaque hypothèse peut être interprétée de manière, par exemple, optimiste ou pessimiste, etc., quoi. Donc, chaque situation peut être vraiment réinterprétée. Hein. Voilà. Par exemple, moi, la dernière psychogénéalogie que j'ai faite, c'était par rapport à la notion de couple, vous savez tout maintenant. Et donc, et je me suis rabibochée avec ma grand-mère maternelle. Je l'ai découverte, alors qu'elle est morte depuis mes 14 ans, quoi. Hein. Mais je l'ai, en cheminant, je l'ai redécouverte sous un tout autre angle. Et voilà, donc c'est des histoires d'interprétation. Et à un moment, vous vous apercevez que ça colle. Parce que, en fonction du contexte, etc., là, ça fait puzzle, ça fait pièce. Voilà. Donc, comment on travaille donc les prénoms, les dates, les métiers. Ça, c'est toujours intéressant aussi, les métiers. Est-ce qu'il y a des liens pourquoi vous faites ce métier-là aussi? Parce qu'en fait, le but, c'est de savoir si on est à sa place, si on est à la place de quelqu'un d'autre, si on est dans les chaussures de quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça la psychogénéalogie. C'est à la place de qui est-ce qu'on vit. Parce qu'on est vraiment bien ancré dans ce pourquoi on est fait. Le métier, vous l'avez vraiment choisi ou pas? Hein? Alors, jeu de mots, tiens, infirmière. Infirme, hier. Voilà. Après, ça peut être, par exemple, voilà, secrétaire. Il y a des choses à taire dans cette famille. Mais par exemple, ça peut être, je dis n'importe quoi, un père qui a vu son père à lui être accusé injustement. Et donc cet homme a été, pourquoi pas, déporté ou mis en prison ou mis au banc de la société, etc. Bon, voilà. Eh bien, ce père qui a connu ça enfant, qui a connu cette situation enfant, se dit, il grandit avec cette émotion chevillée au corps. Mon père a été mal défendu, si j'avais été avocat, si j'avais été capable, parce que vous savez, l'enfant, il a toujours sa baguette magique, il se croit tout puissant quelque part et il a envie de sauver toujours ses parents, hein, c'est un peu l'objectif. Et donc, il grandit avec cette construction mentale. Si j'avais pu incarner la justice, être avocat, etc. Mais sauf que, imaginons, il n'a pas ni peut-être les compétences ou il n'y a pas les moyens dans sa famille pour être avocat. Bon. Mais imaginons, il fait quand même économiquement une belle carrière. D'après vous, qu'est-ce qu'il va dire à son fils? Oh, avocat, quel beau métier. Plus tard, tu seras avocat. Bon, ça va être dit avec plus de subtilité. Ou pas. D'accord? Mais ce qui est certain, c'est que le fils, lui, c'est un concept.
c'est pas un moteur émotionnel. Or, si vous voulez être heureux dans la vie, il faut, comme dans les Walt Disney, écouter son cœur. D'accord? C'est ça, être créatif, être dans l'énergie, dans le flow. C'est quand on fait ce qui correspond vraiment à nos besoins et à notre alignement. Donc, le gamin, il va peut-être faire avocat si, hélas pour lui, il est bon à l'école, parce que son père va payer les études d'avocat, etc. Il va faire un avocat pathétique, pitoyable, parce que ça ne correspondra absolument pas à son moteur réel. Ça ne sera qu'un concept. Ce sera le moteur de son père, pas le sien. Ok? Alors moi, j'ai de la chance, j'ai fait tout ce que ma mère aurait voulu faire. Prof, enfin d'abord j'ai commencé un instit, mais 2 ans seulement. Et depuis 30 ans, j'enseigne. Mais j'adore ça. Je suis vraiment faite pour ça. Et le côté artistique, mais en fait, si je m'étais vraiment écoutée, peut-être que j'aurais fait chanteuse. Voilà. Mais je chante dans la salle de bain. Mais bon, le truc, c'est que toute petite, quand même, j'adorais dessiner, quoi. Je dessinais. Et puis ma mère, si je voulais avoir ma mère à côté de moi, bah, c'est vrai qu'il fallait qu'on dessine ensemble. Vous voyez, donc il y a eu des relations affectives, il y a eu des souvenirs, il y a eu des choses très très belles, très intenses, qui ont stimulé ce moteur-là. Et donc, pour moi, le dessin et l'enseignement, ce que ma mère aurait voulu faire, elle a été juste dessinatrice industrielle. Et bien en fait, ça correspondait vraiment à des moteurs réels. Après, j'ai quitté l'enseignement public très tôt parce que ça m'a effrayée pour ce qu'on faisait subir aux enfants. Donc du coup, c'était moi qui leur faisais subir ça, c'était pas possible. Donc, quelque part, j'ai trahi les espérances de ma mère, mais je me suis vraiment écoutée et j'ai fait très précisément ce que j'aimais. Donc, ça a été extrêmement facile. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas bossé. Moi, souvent, à minuit, j'envoie des mails, etc. Mais je me choisis mes contraintes. Voilà. Comme aujourd'hui, si je choisis de faire de la psychogénéalogie, c'est parce que je trouve ça passionnant et je trouve que c'est tellement utile. C'est tellement utile. Et c'est une thérapie brève. Et c'est vous qui la gérez. C'est-à-dire que vous êtes autonome. Voilà, ça correspond bien à un truc dans ma tête, quoi. Mes enfants, je les ai élevés pour qu'ils soient autonomes. Donc, vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous allez choisir de cheminer, je vais vous apprendre. Donc, par exemple, samedi prochain, il reste quelques places sur l'atelier débuter en psychogénéalogie, samedi matin, samedi 26. Et je vous passe un e-book avec toutes les choses, parce que j'ai oublié des choses là, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la psychogénéalogie, sur les mensonges, les drames, il y a tout ce qui touche à la sphère de l'argent aussi. Les faillites, les spoliations, l'argent mal acquis. Alors là, si vous avez l'argent qui file entre vos mains, vous êtes sûr que plus haut, il y a eu un bins, quoi. Ou alors qu'on vous a éduqué en vous disant les gens qui ont de l'argent, c'est vraiment tous des corrompus, ou regarde, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, voilà. Il va falloir déconstruire des croyances comme ça. Donc il y a tout ce qui touche à la sphère financière aussi, la sphère professionnelle, etc. Bon. Mais donc, samedi prochain, pour ceux qui sont intéressés, qui seront inscrits, on voit tout ce qui est comment on construit son arbre, donc comment on va chercher les infos, comment on construit son arbre avec les codes, tout ça, pour bien voir tout de suite, tiens, un tel était alcoolique, tiens, chose se détestait, tiens, machin, voilà. Comment on organise tout ça, voilà.
Et voilà, donc pour que vous puissiez démarrer, faites petite enquête. Et quand, mais avant de démarrer, moi je vous conseille quand même de savoir pourquoi vous la faites. C'est déjà important. Est-ce que vous avez une problématique particulière, relationnelle, économique? Est-ce que vous tombez tout le temps dans les mêmes schémas? Voilà, hein, réfléchissez aux trucs qui vous motivent. Voilà. Et ensuite, vous vous lancez dans votre enquête. Quand vous pensez que vous avez un petit peu dégrossi, je dis bien un petit peu, hein, éventuellement, si vous le souhaitez, on se rencontre pour ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire que ça dure presque 3 heures. Hein, voilà. En tête à tête. Là, on voit vraiment, vous m'avez envoyé votre travail, comme ça, moi, j'ai pu débriefer un peu, j'ai pu voir les choses qui me sautaient un peu aux yeux, etc. Et donc, quand je vous accueille, déjà, j'ai déjà ma petite idée, peut-être, mais on en discute. On voit un petit peu toutes vos angoisses, vos questionnements, etc. Et en fonction de tout ça, je vais vous guider vers tel ou tel angle qui me semble intéressant et pertinent. Et ensuite, vous continuez votre petite enquête à votre chemin, hein, à votre rythme, parce que des fois, vous allez avoir besoin de 3 mois de battement, de pause, pour digérer des trucs. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger, forcément. Hein. Donc moi, je suis toujours disponible, vous pouvez toujours m'appeler et revenir ou reprendre même en distanciel une autre séquence. Mais là, ce sera plus 3 heures, ce sera à peu près 1h30, juste pour qu'on fasse le point, le bilan, etc. Et des fois, il suffit que de 2 séances en plus de l'anamnèse. 1-2 séances des fois. Ça peut suffire. Des fois, c'est plus difficile parce que vous êtes plus coincé, il y a des choses qui sont plus douloureuses à travailler, il y a un travail de fond à faire. Donc après, moi je trouve qu'il faut travailler aussi sur les autoroutes neuronales, c'est-à-dire les habitudes de pensée que vous avez prises. Vous avez une grille de lecture du monde qui parfois vous fait beaucoup de tort, vous nuit beaucoup, et ça, il faut reprendre ça avec des thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles. Enfin, la pensée positive, la pleine conscience, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est un peu plus du coaching, et ça demande de la pratique, mais vous êtes encore une fois hyper acteur, quoi, hyper responsable du truc, que vous choisissez vos rythmes. Et la thérapie en psychogénéalogie, elle se termine avec un acte symbolique. Ça peut être planter un arbre avec des petites choses symboliques, avec une lettre, avec des choses comme ça, par rapport soit au trauma qui s'est répété, soit par rapport à la personne qui est à la base de votre conflit, de votre problématique. Donc c'est des actes symboliques comme on en fait dans toutes les cultures, avec éventuellement des bougies, avec des lettres, avec des petits objets symboliques, etc. Après, on peut mettre un peu de théâtralisation. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant. On peut y mettre un peu de dessin, de peinture, etc. En fait, je vois le temps. Ça y est, j'ai fini. On peut y mettre un petit peu de théâtralisation. En tous les cas, le but, c'est donc de comprendre que ce qui s'est passé et qu'on revit ne nous appartient pas. Ça appartient à telle grand-mère parce qu'elle a vécu dans un contexte bien particulier des choses terribles, comme la mort d'un nourrisson, etc., qui sont rarissimes aujourd'hui, etc. Donc voilà, quand on remet les choses dans leur contexte, on va faire un acte symbolique, parce que le symbole,
c'est comme la langue des oiseaux, ça parle à l'inconscient, et c'est l'inconscient qui nous dirige, d'accord? Ça va beaucoup plus vite que de passer uniquement par le verbe pendant 20 ans sur le canapé d'un thérapeute. Voilà. Donc, on va faire un acte symbolique, adapté. Moi, j'aime bien quand c'est personnalisé. Comme ça, on discute de ce qui vous parle le plus, de ce qui vous correspond le plus. Ça peut passer par la créativité, si vous êtes couturière ou si vous travaillez la pierre à savon ou le bois ou voilà. Si vous dessinez. Il y a, à mon avis, ce qui est bien, c'est d'avoir une part qu'on détruit, qu'on abandonne. Donc le côté négatif de l'ancêtre ou du drame, etc. Vous pouvez faire une lettre, etc., que vous envoyez à machin chose, ou que vous brûliez, ou que vous mettiez dans les toilettes déchiquetées en mille morceaux, etc. Mais il y a toujours, il faudra toujours voir l'aspect positif qui vous a été transmis. Parce qu'il y a toujours des trucs positifs. Même le pire aïeul, peut-être il avait une force de caractère, peut-être il avait... Et ça, quelque part, ça vous a été transmis. Et puis s'il n'avait pas été là, vous ne seriez pas là. Donc rien que ça, la vie, ce cadeau qui vous est fait, à vous d'en faire, quelque chose de beau, il faut être dans la gratitude. Donc il y aura toujours une part de gratitude. Et moi je trouve que c'est bien de laisser visible cette part de gratitude. Donc sous forme d'un tableau, sous forme qu'on peut faire à 4 mains si vous voulez, sous forme donc d'une sculpture, encore une fois, sous forme d'un marbre. Moi je trouve que c'est bien, c'est rendre grâce à cette filiation. Voilà. Après, je force personne, c'est mon point de vue, mais c'est toujours un échange, quoi. Hein. Voilà. Le principe, c'est un petit peu ça. J'ai oublié quelque chose. J'ai dû oublier des tas de choses parce que de toute façon, c'est tellement passionnant. Voilà. Donc, vous avez mon site pour être heureux d'être soi.com. Vous avez samedi prochain, pour débuter la psychogénéalogie, c'est 20 € avec un e-book. Il est dehors si vous voulez jeter un œil dessus. Il y aura d'autres ateliers. Donc si jamais vous avez des envies, par exemple, vous voulez faire l'atelier, mais pas samedi prochain parce que vous n'êtes pas dispo, il y a la famille qui débarque, tout ça, à ce moment-là, dites-moi vos préférences. Inscrivez-vous à ma newsletter. En plus, il y a un super cadeau, c'est un super outil, c'est la lettre de pardon gratitude. Et j'envoie pas beaucoup de newsletters parce que ça va quoi, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Donc, non mais c'est parce que je mets beaucoup de couleurs sur les newsletters, je fais très attention à tout ça. Donc, il y a une newsletter par mois, donc ça va quoi. Et comme ça, vous serez informés des propositions qui sont faites. Voilà. Et donc, moi j'ai comme autre clé de voûte aussi le côté estime de soi. Donc là, c'est plutôt, ça va être des ateliers plutôt en petits groupes où on va travailler à faire renaître son estime quand on en manque. Parce que c'est bien beau d'avoir trouvé les racines de ces problèmes avec la psychogénéalogie. Mais après, si on n'a pas l'énergie et la confiance en soi... Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à garder les deux aspects. Je ne sais pas, est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai une question. Comment on découvre un secret de famille qui n'a pas été verbalisé et qui a une incidence sur nos vies? Comment on découvre? En fait, tu as toujours des petites histoires, des anecdotes et tout ça. En plus, toi, tu as la chance de pouvoir questionner ta mère. Non, mais c'est vrai. Attends, moi, je ne peux pas questionner ma mère, quoi, tu vois. Voilà. Donc, non, vraiment, il y a toujours des traces. Il y a toujours des traces, il y a toujours... on peut, je te dis, rien qu'en faisant déjà des recherches au niveau purement état civil, etc. Par exemple, tu vois, pour les garçons, ils ont
pratiquement tous, dans les grands-parents, etc., il y a leur fichier militaire, leur dossier militaire. Tu peux l'avoir en quelques clics. Tu sais s'ils avaient les yeux bleus, tu sais pourquoi ils ont été, où est-ce qu'ils ont été, à quel endroit ils étaient postés. Tu sais si ils ont été arrêtés à tel moment parce qu'ils avaient un problème à la jambe, ou tu sais leur taille, tu sais tout, tu sais plein de trucs, rien qu'avec ça. Mais c'est pas confidentiel. Non. On va sur le site. Ah non. Les seuls trucs qui sont confidentiels, c'est les choses très récentes. Tu vois? Ben, en fait, tout ça, c'est les archives départementales, et c'est les archives militaires et tout ça. Après, il y a d'autres choses aussi. Si vraiment vous voulez creuser, vous avez par exemple les archives notariales. Ça, c'est plus compliqué. En général, il faut quand même se déplacer. Mais si vous avez la famille ici, par exemple, c'est super facile. Les archives notariales, c'est des trucs qui sont conservés. Et même, il faut savoir que jusqu'à une date assez récente, genre jusqu'en 1920 ou des trucs comme ça, ou même 30, ouais, 1930 je crois, les parents devaient être d'accord pour que les enfants, quand je dis enfants, c'est jusqu'à 26-27 ans, hein, se marient. Ils devaient quand même donner un peu leur accord, quoi. Donc, quand tu as... déjà, quand tu as le texte du mariage, c'est quelque chose de très très détaillé. Tu vois les témoins, tu vois plein de trucs. Et tu vois le nom éventuellement du notaire qui a assuré le contrat de mariage. Parce que, en fait, très souvent, il y avait des contrats de mariage jusqu'en 1910, 1920 et tout ça, même si les gens étaient fauchés. Hein. Il y a des contrats de mariage où on dit un tel il apporte 2 chemises et 4 pantalons, quoi, hein. L'état de et ils décrivent carrément l'état de la soucoupe et l'état du truc, et les cuillères et les tasses ébréchées, quoi. C'est très tu vois, voilà. Mais là, ça, il faut y aller. Si on a repéré une problématique, effectivement, Oui. dans cette, est-ce qu'il y a moyen de le réparer? Parce que c'est quand même... Mais c'est ça l'idée. Ouais, Oui, c'est ça l'histoire des actes symboliques. C'est l'objectif. C'est une thérapie. Le but, c'est d'aller bien. Oui, c'est ça l'idée. Oui, c'est pas de se trimballer les casseroles de génération en génération. Voilà, non, l'idée, c'est que ça s'arrête. Tu vois? Par contre, ça n'aidera pas forcément ta soeur si elle ne veut pas faire le boulot. Tu comprends? Voilà. Et l'idée, c'est que toi, tu peux être missionné par rapport à tante machin, ou grand-mère truc-muche, mais ta sœur, comme elle est la deuxième, elle va être liée à une autre tante qui était la deuxième fille. Tu vois le truc? Voilà. Et donc, elle va avoir un autre projet de vie. Mais quand je dis un projet de vie qui est donné par les parents, par les arrière-grands-parents, etc. C'est pas toi qui l'as choisi. Le but de la thérapie, c'est de faire en sorte que ce soit toi qui choisisses ta vie. Et que tu puisses let it shine, comme on dit, tu vois, enfin que tu puisses briller de toute ta lumière et de tout ton potentiel. Voilà. Quel est ton ikigai, comme on dit chez les coachs? Hein? Quel est le truc que tu vas pouvoir faire facilement? Tu vois, moi par exemple, facilement, c'est monter sur une scène et parler pendant 4 heures si vous ne m'arrêtez pas. Là, je suis dans mon flow. D'autres questions? Oui, tout ce qui est maladie, c'est important aussi. Bah, oui, parce qu'on en reste à cette idée de tu n'as pas pu verbaliser un truc, donc ça ressort, quoi. Et puis, il faut aussi voir, alors des fois, quand on n'abandonne pas certaines maladies ou certaines situations, par exemple, une femme odieuse, tyrannique, etc., parce qu'après, on va dire que je suis du côté des femmes. Donc, voilà. Si on n'abandonne pas une femme odieuse, tyrannique, dont on se plaint depuis 20 ans, c'est parce que quelque part, tu as du bénéfice.
Tu as du bénéfice dans cette maladie. Je ne dis pas que la femme est riche, hein. Je dis que tu as du bénéfice dans cette situation de plainte. D'abord, on connaît tous quelqu'un qui, à la machine à café, vous répète tous les matins que vraiment ça va pas, que sa femme ceci, que son chien cela, que son fils ceci, que son fils se drogue, ah là là, quel malheur, etc. Bon, certes, mais c'est aussi une façon de capter l'attention. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la reconnaissance, on veut de l'attention. L'attention, c'est de l'amour. D'accord? Donc, des fois, rester dans une situation de victimisation, de plainte, c'est un moyen très énergivore. Voilà. Et puis aussi, le cerveau a une sainte horreur de ce qu'il ne connaît pas, de la nouveauté. Donc, on préfère être dans une situation douloureuse. Ah bah alors ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Le cerveau a horreur de la nouveauté. C'est très fatigant. Oui. En fait, quand tu as peur, bien souvent, en fait, ton cerveau, il consomme 20% de ton énergie. D'accord? Comme c'est bien fait, il essaye de consommer le minimum. Ok? Donc ça veut dire que les 20%, c'est seulement quand tu es en automatique. Tu vois, les mêmes pensées, les 95% des pensées que tu avais la veille. Tu vois? Et peut-être les mêmes que celles que tu avais il y a 10 ans. Hein? Okay? Ce que j'appelle l'autoroute neuronale. Là. D'accord? Donc, ça c'est facile. Tu n'y penses même pas. Tu es en automatique. De temps en temps, tu vas ruminer. Tu vas te dire, ah là là, je suis bien malheureux, gna gna gna, enfin tu vas nous faire le Calimero ou des choses comme ça, tu vois. Voilà. Mais créer de nouvelles connexions neuronales, faire marcher le cerveau préfrontal, là, le lobe préfrontal, celui qui fait qu'on est des humains créatifs, avec l'imaginaire, avec tu vois, la dynamique, etc., le verbe, la création, où tu peux même recréer ton passé. Parce que de toute façon, la plupart de tes souvenirs sont faux. Donc tu peux les réinventer. Parce que plus tu racontes un truc, plus tu lui donnes du corps, plus tu lui donnes de l'importance dans ton cerveau, plus tu vas rajouter des détails. Tu sais, c'est le type qui a pêché une truite, elle fait 25 cm, quand il arrive au port, elle en fait 35, quand il arrive au bar, elle en fait 47, etc., etc., tu vois? Donc plus tu racontes, plus tu vas déformer. Donc moi, je pourrais très bien vous raconter ma vie en vous faisant pleurer. Je veux dire, je suis comme tout le monde, j'ai eu des drames, j'ai eu des deuils, j'ai eu des difficultés, etc. Mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Par contre, moi, j'ai choisi d'être en vie pour les autres. Tu vois, j'essaye de compter double, quoi, tu vois. Donc, j'ai cette énergie qui fait que, voilà, et puis j'ai vachement travaillé sur tout ce qui est développement personnel, la pensée positive, etc. Donc, la méditation, tout ça, donc voilà. Donc, à partir de là, moi, les pensées négatives, tu vois, je les laisse passer, quoi. Je les laisse passer. Et je retravaille à chaque fois que j'ai une peur, à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau qui fait peur. En fait, c'est juste ton cerveau qui se met en mode attention, c'est quelque chose que je ne connais pas. Tu vois, tu es hors routine. Donc là, tu as un stress. Et ça veut juste dire que tu dois te mettre en posture attentive, de créativité, d'adaptation. C'est ça que ça veut dire le stress. C'est, tu n'es pas dans ta routine, il y a un truc nouveau. Tu dois faire marcher le cerveau de l'avant. Celui qui est dans la capacité d'apprendre des nouveautés et tout ça. Mais tu demanderas à mes élèves quand ils sont sur de l'apprentissage, à la fin, ils sont épuisés à la fin des 3 heures. Parce qu'ils font marcher de nouvelles connexions neuronales. Et ça, ton cerveau, il est vachement fatigué, mais c'est ce qui te permet
de sortir de situations hyper douloureuses, éventuellement. Et en fait, dans la plupart des cas, nos peurs ne sont pas fondées. C'est juste éventuellement une forme d'excitation qui te dit « hop, c'est nouveau ». Donc tu étudies réellement ce que c'est et là tu t'aperçois que tu peux faire face avec ton cerveau tout neuf d'humain. Enfin bon, là on s'éloigne, hein, on part sur les neurosciences et tout ça. Mais le principe c'est que ton cerveau il fait feignant. Tu vois, il fait 20%, c'est déjà beaucoup, il trouve. Donc il est en routine. Donc c'est pour ça que par exemple, je vais citer personne, mais une personne par exemple qui a vécu toute sa vie avec, quand elle était petite, cette personne, elle a vu sa mère vivre avec un pervers narcissique. Hein, allez hop, un truc à la mode. Voilà. Et elle a bien vu que sa mère était malheureuse. Et elle s'est jurée de ne pas faire la même chose. Tu vois? Et elle s'est tellement jurée de ne pas faire la même chose qu'elle en est obsédée. D'accord? Bon. Et donc, l'astuce qu'elle va mettre en place pour ne pas vivre la même chose, elle s'est dit, ben là, c'est un homme, il est dangereux, gna 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 gna, ben je vais être homosexuelle. D'accord? Sauf que comme ce qu'elle connaît, c'est d'être avec un pervers narcissique, elle se met en couple avec une nana qui est pervers narcissique. Tu vois le truc? Et on est dans quelque chose qu'on connaît et c'est confortable. C'est terrible, mais c'est confortable. Voilà. Donc tant que tu n'en as pas conscience, tant que tu n'as pas dit « Ah mais attends, mais là, je suis en train de revivre la même chose, et je veux que ça s'arrête », et là, tu vas mettre en place des compétences, tu vas mettre en place des mises en garde, tu vois, tu vas mettre en place, moi, ce que j'appelle l'observateur. Tu vois, tu te mets sur pause et tu te mets en mode observateur. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre des protections, tu vas pouvoir mettre des choses et changer, quoi. Changer. Se rendre compte de la situation. C'est mettre en conscience. Tant que tu ne mets pas de conscience, tu ne bouges pas. Ou tu fais des redites. Voilà, c'est tout l'objectif de la psychogénéalogie, c'est mettre en conscience des choses qui nous ont été transmises par les parents, par le discours, par le non-verbal. Le bébé, quand il est tout petit dans les bras, il sait très très bien si on l'aime ou si on l'aime pas. Si on a voulu une fille ou si on a voulu un garçon. Enfin, il y a tellement de choses qui passent avant 3 ans. Comme il ne sait pas parler, ben, tout ce qui est non-verbal, ça passe. Comme disait Dolto, les chiens et les enfants en bas âge dans la famille savent tout. Voilà, bon, enfin bref. Je vous invite à un petit pot quand même, parce que